Herzlich willkommen. Unsere gegenwärtige Situation gleicht einem Blindflug. Nie zuvor hatten wir eine globale Pandemie von diesem Ausmaß. Wir wissen vieles nicht, testen soziale Maßnahmen und Medikamente, suchen nach Impfstoffen und Antikörpertests. Es braucht Pionierarbeit und Geduld. Wenn man wissen will, wie mit dem Unplanbaren umgehen und wie Rückschläge wegstecken, dann lohnt sich das Gespräch mit einem, der damit Erfahrung hat. Deshalb habe ich den Piloten, Abenteurer und Psychiater Bertrand Piccard gefragt, ob er Zeit für uns hat. Und er hatte Zeit. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Bertrand Piccard. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ja, Herr Piccard, Sie haben ja Erfahrung mit dem Alleine-Sein, mit der Isolation. Sie haben tagelang alleine ausgeharrt im Cockpit von Solar Impulse. Das heißt, Ihnen macht das Alleinsein im Moment keine Mühe. C'est vrai que j'ai eu l'habitude du confinement. Alors, c'était plusieurs jours et plusieurs nuits tout seul dans Solar Impulse. C'était 20 jours, mais avec un coéquipier dans Breitling Orbiter 3. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux manières de vivre un confinement comme celui-là. Ou bien on se réjouit que ce soit fini. Et on compte les heures, on compte les jours, on se dit, mais le futur sera meilleur. Et ça devient un supplice chinois, parce que le temps passe beaucoup plus lentement. Ou bien alors on se focalise sur l'instant présent, sur le fait d'être en train de vivre dans son corps, on écoute ce qu'on pense, on a la conscience d'exister, et à ce moment-là, on avance avec le temps, et le temps ne compte plus. Et quand on arrive à la fin de l'expérience de confinement, on est tout étonné que ce soit déjà fini. Alors que ce soit dans une capsule de ballon ou d'avion solaire, ou que ce soit dans son appartement pendant le confinement du coronavirus, je pense que c'est assez la même chose. Il ne faut pas se projeter dans le futur, parce que c'est beaucoup plus difficile que de vivre l'instant présent. Also im Moment drin bleiben. Sie sind ja tatsächlich auch Psychiater und haben zum Beispiel auch die Methode der Hypnose gelernt. Ist auch eine Methode, die Sie in Kursen weitervermittelt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Man stellt sich ja unter Hypnose so etwas ein bisschen Unheimliches vor, eine Manipulation. Was genau tun Sie, wenn Sie sich selber hypnotisieren? Quand on fait une démonstration de théâtre, c'est de la manipulation, mais ce n'est pas de la vraie hypnose. En tout cas, ce n'est pas de la thérapie. Ce que je trouve très intéressant avec la thérapie hypnotique, c'est qu'on permet aux patients de retourner l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. Normalement, on est toujours à l'extérieur de soi. On regarde, on entend, on touche, on sent. Avec l'hypnose, on retourne cette attention vers soi-même, à l'intérieur. Et à ce moment-là, on se sent exister, on sent sa respiration, on peut gérer ses émotions, on peut gérer par anticipation des peurs ou des angoisses, etc. Puis ensuite, quand on revient, eh bien, on peut appliquer tout ce qu'on a expérimenté dans sa visualisation. Et pour ça, il y a une chose vraiment importante, c'est ce qu'on appelle la safe place. La safe place, c'est l'expérience de confort et de sécurité qu'on peut apprendre à développer à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très important parce que dans la vie, il y a des situations qui peuvent tout nous enlever. On peut tout perdre. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à mettre en soi quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est cette relation avec une force intérieure. Et ça, avec l'auto-hypnose, on le découvre et on l'utilise très, très facilement. Für mich klingt das sehr, sehr ähnlich wie viele Praktiken der Meditation, dass man sich nach innen wendet, diesen Safe Place, diesen sicheren Ort in sich selbst findet. Was ist der Unterschied? Alors, dans la méditation, on essaye de calmer le mental, de réfléchir le moins possible. On essaie de ne pas avoir d'images qui partent dans tous les sens. Hein, on veut se calmer. Dans l'hypnose, on utilise beaucoup la visualisation. On se parle, le thérapeute peut nous parler, nous on peut parler au thérapeute. Donc je dirais que le mental est très très actif et il fabrique un monde dans lequel on se sent bien. Ce qui est très différent de la méditation. Ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten sich selber die Höhenangst so wegtherapiert. Stimmt das wirklich oder ist das ein Märchen? Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être un explorateur, comme mon grand-père, comme mon père, comme les astronautes que j'avais rencontrés. Mais en même temps, j'avais le vertige et j'avais peur de monter dans un arbre. Et quand j'ai vu une aile delta voler, c'était une des premières ailes delta, Drachenflug, qui volait en Suisse, je me suis dit, ça c'est pour moi. Si je suis capable de faire ça, je suis capable ensuite de tout faire.
Et j'ai vraiment utilisé l'aile delta comme une thérapie pour apprendre à me connecter à moi-même et en fait à avoir confiance dans mes ressources intérieures. Parce que très souvent, les gens qui ont peur de quelque chose, c'est ceux qui n'ont pas appris à utiliser leur potentiel intérieur. Et quand on se met dans des situations où on est obligé de fonctionner bien, eh ben on fonctionne bien. C'est ça le grand paradoxe. On a peur de quelque chose, mais quand on est... Moi, j'avais 16 ans, j'étais à 1000, 2000, 3000 mètres au-dessus du sol avec ma petite aile delta, et puis ben, j'étais obligé de faire juste. Et quand on est obligé de faire juste, on stimule sa performance, on stimule sa créativité, son attention, sa concentration, et on se met à fonctionner beaucoup mieux. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'ensuite, quand je préparais des examens à l'école, j'étais bien meilleur à l'école parce que j'avais appris à me concentrer et à pas avoir peur avant les examens. Ich selber liebe die Berge, aber ich habe auch ein bisschen Höhenangst, ehrlich gesagt. Ich habe Mühe, über einen Grat zu wandern, wenn es links und rechts ganz steil runtergeht. Könnte ich zu Ihnen in die Therapie kommen und Sie können das weghypnotisieren? Oui, parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à développer votre safe place et puis à vous visualiser sur cette crête de rocher de manière complètement confortable et en sécurité, en visualisation. Et puis ensuite, quand vous faites l'action de traverser votre crête de rocher, eh bien la safe place va revenir, cette expérience de sécurité va revenir et vous serez beaucoup plus à l'aise pour le faire. C'est une manière de préparer le futur. Et ça marche bien. Moi, j'ai appris ça à mes enfants pour préparer des examens, pour des situations difficiles de leur vie, etc. Et c'est drôle parce que la dernière fois que j'avais une de mes filles qui était en examen, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais une petite séance d'hypnose pour te préparer? Et elle m'a dit, mais papa, moi je fais ça toute seule maintenant, tu m'as appris, j'ai plus besoin de toi. Das ist ein kleiner Startvorteil, den Ihre 3 Töchtern da haben, mit diesen Tricks, die Sie da beibringen können. Ich würde gerne mit Ihnen mal kurz zurückblicken, was die größten Erfolge in Ihrem Leben waren, auch um vielleicht dann davon ausgehend zu verstehen, wie Sie Ihre Strategien, von denen Sie jetzt erzählt haben, entwickelt haben. Sie haben ja sich sozusagen freiwillig entschieden, eben in diese Lockdown-Situationen in einem Cockpit hineinzusteigen. Sie haben es schon erwähnt, Sie waren zum Beispiel mit dem Ballon Breitling Orbiter unterwegs. Wir sehen Bilder hier dazu. Sie umrundeten 1999 als erster mit dem Heißluftballon die Welt, zusammen mit einem Partner, mit Brian Jones. Und dann sehen wir auch das sonnenbetriebene Flugzeug Solar Impulse. 2015, 2016 gelang ihnen der spektakuläre Flug um den Erdball, gemeinsam mit André Borschberg. Rühren Sie persönlich diese Bilder eigentlich noch, wenn Sie sie sehen? Ah oui, moi ça me touche beaucoup parce que il faut vous imaginer que pour avoir cet avion qui vole autour du monde, c'était 15 ans de travail. C'était 15 ans de recherche de technologie, de membres d'équipe, de finances, de sponsors. J'ai dû apprendre à piloter un avion parce que je n'étais pas pilote d'avion quand j'ai lancé mon projet Solar Impulse. Donc tout ça, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de difficultés. Et quand on voit l'avion qui vole comme ça, on se dit, mais ça a l'air tellement simple. Das heißt, was Sie berührt, ist sozusagen, dass Sie gesagt haben, ich möchte das machen, so viel Zeit und Energie investiert haben, auch so viele Risiken eingegangen sind und zuletzt fliegt das Flugzeug. Oui, ça c'est un sentiment fantastique. En fait, moi, j'ai pas de fierté à avoir fait un tour du monde en avion solaire, mais je suis fier d'avoir pu monter ce projet pendant 15 ans avec tous les problèmes qu'il y a eu, toute la résilience qu'il a fallu, par moments les frustrations, les déceptions, parce que ça allait pas comme on voulait. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Un grand rêve, ça se réalise pas tout seul. Un grand rêve pour tout le monde, hein, tous ceux qui ont envie de quelque chose dans leur vie, ils en rêvent, ils l'espèrent, ils le souhaitent. Mais il faut beaucoup travailler pour y arriver. Et c'est ça qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. Il faut beaucoup s'impliquer. C'est une question de responsabilité, c'est une question de prise de décision, c'est une question aussi d'accepter la peur de rater. Tellement de gens n'osent pas essayer quelque chose parce qu'ils ont peur de rater puis qu'on se moque d'eux. Heureusement, moi, j'ai raté assez vite dans ma vie plusieurs choses. Donc, je me suis habitué à voir les gens qui se moquaient de moi. Et maintenant, ça ne me touche plus du tout. Donc, quand il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer, j'y vais. Je me dis, le pire, c'est pas de rater. Le pire, c'est de ne pas essayer.
Und diese Vorstellung, dass man nicht Angst davor haben sollte, dass sich jemand lustig macht über einen, da gibt es auch eine schöne Geschichte, die ich in Ihrem Buch gelesen habe. Sie haben ein Buch geschrieben, Die richtige Flughöhe, und da kommt das auch vor, nämlich, dass Sie 14 Jahre alt waren, als Sie ein Mofa haben wollten. Und Ihr Vater hat gesagt, du darfst eines haben, aber nur, wenn du einen Helm aufsetzt. Und das war furchtbar peinlich, weil in dieser Zeit nämlich nur Sie und irgendein alter Mann, glaube ich, nachher einen Helm anhatten. Und Sie sagen aber im Nachhinein, das hat mich schon gelehrt, nicht sich davor zu fürchten, dass die anderen über einen lachen könnten. Mais c'est vrai, hein. Moi, à 14 ans, je voulais mon vélo moteur pour être grand, pour être comme mes copains. Et puis, devoir mettre un casque, quand personne d'autre mettait un casque, à part un vieux bonhomme, moi, ça m'a cassé ce plaisir de pouvoir faire comme les autres. Et les autres se moquaient de moi. Et au début, c'était très dur. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais est juste. Et il n'y a pas de raison de tenir compte des critiques ou des moqueries. Et ça m'a permis un certain détachement. En fait, ça m'a permis une certaine indépendance d'action et indépendance de pensée. C'était pas drôle sur le moment, mais ça m'a été très utile plus tard. Sie haben schon gesagt, Sie haben 3 Töchter, die sind mittlerweile erwachsen. Wie haben Sie sie erzogen? Waren Sie auch manchmal streng, damit sie lernen, es ist egal, wenn man auffällt, es ist egal, wenn sich die anderen lustig machen, geh deinen Weg? Alors, je leur ai toujours appris à se remettre en question. Je leur ai appris que chaque chose qu'elles apprenaient à l'école pouvait être comprise autrement par un enfant d'un autre continent, d'une autre religion, d'une autre culture ou d'une autre époque. Donc j'ai beaucoup relativisé toutes les certitudes pour leur montrer que finalement, il n'y a pas une chose qui est vraie, une chose qui est fausse. Ça dépend de comment on pense. Donc je leur ai appris beaucoup plus la manière d'être ouverte pour penser dans toutes les directions. Et ça leur a été très utile parce qu'ensuite, elles ont pu appliquer ça. Elles ont brillamment réussi leurs études, mais je ne les ai pas obligées à faire bien. Je leur ai donné l'envie de faire bien. Gehen wir zurück zu den großen Erfahrungen, großen Abenteuern Ihres Lebens und was Sie daraus gelernt haben. In diesem Buch Die richtige Flughöhe wird sehr deutlich, der Wind ist das Ausschlaggebende. Also die Flughöhe, aber auch der Wind. Und Sie sagen an einer Stelle, eine Strategie, die man wirklich verinnerlichen muss, ist, dass man nicht gegen den Wind geht, sondern mit dem Wind fliegt. Ja. Erzählen Sie darüber mehr, und Sie haben nämlich auch etwas mitgebracht, ein Objekt, einen Glücksbringer, von dem Sie glauben, das war für Sie das Entscheidende im Leben. Erzählen Sie mal. C'est vrai que entre l'âge de 16 ans et l'âge de 30 ans, j'ai appris à voler contre le vent. J'étais avec mon aile delta, avec un ULM, parapente. Quand il y a des turbulences, il faut se battre et puis on décide où on atterrit et puis on se bat pour y arriver, même si les vents vont dans tous les sens. Et puis un de mes amis m'a dit, écoute, tu es psychiatre, j'aimerais te prendre avec moi pour traverser l'Atlantique en ballon. C'était une course entre les États-Unis et l'Europe. Et moi, je n'étais pas pilote de ballon. Alors j'ai dit oui parce que je suis toujours ouvert à l'inconnu et j'adore découvrir des nouvelles choses. Mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, je suis complètement fou. On va être poussé par le vent, on ne peut rien faire. Je ne sais même pas si on va arriver sec de l'autre côté. Et puis j'étais juste un mois avant cette course en Chine pour étudier la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de ma formation de psychiatre. Et dans une boutique d'antiquité, je trouve cette médaille ici. Et je vais vers... Il y en avait des centaines, hein, des centaines. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Et j'arrive vers le vendeur du magasin, je lui dis, ça veut dire quoi? Et il m'explique une longue phrase, parce qu'il ne parlait pas bien anglais, il me dit, quand le vent souffle dans le même sens que ton chemin, il t'amène un grand bonheur. Et ça, c'était le tournant de ma vie. Je me suis dit, mais en fait, il y a une autre manière de voler et il y a une autre manière de vivre. Au lieu de se battre toujours pour avoir ce qu'on veut, même quand c'est impossible, peut-être qu'il faut utiliser la vie, utiliser les vents de la vie, c'est-à-dire tout ce qu'on ne contrôle pas, pour accepter d'entrer dans l'inconnu. Mais c'est vrai que comme dans un ballon, il faut changer d'altitude si on veut changer de direction. Parce que l'atmosphère est faite avec des couches météorologiques différentes qui ont toutes des vents avec des directions différentes. Et dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, si on pense d'une seule manière, on va être poussé dans une direction. Si on pense d'une autre façon, il y aura d'autres trajectoires possibles. Et si on lâche le lest
de nos certitudes, de nos croyances, de nos habitudes, etc., ben, on peut explorer tous ces niveaux dans la vie, toutes les manières de penser, et ensuite on retient la manière de penser qui va dans la direction qu'on veut. Donc, même si le vent n'est pas favorable, mais qu'on ne peut rien changer. Aujourd'hui, le coronavirus, on ne peut rien changer. C'est une pandémie, on est confiné, on a l'économie qui s'écroule, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ce qu'il faut, c'est changer d'altitude, changer de direction, essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Quels sont les événements qu'on peut utiliser dans une crise pour apprendre à faire mieux après la crise qu'avant. Et en fait, cette médaille, elle a complètement changé ma vision de la vie. Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter bei der Frage bleiben, was das für unser Leben heißt. Also, wie ich Sie verstehe, es gibt in jedem Leben Turbulenzen. Wir nutzen diese Metapher des Windes ja dauernd. Also die Winde sind nicht immer günstig, es gibt Turbulenzen. Erste Regel, Turbulenzen aushalten, nicht bekämpfen, sondern die Flughöhe ändern. Also irgendeine andere Schicht suchen, wo die Winde besser sind. Oui. Jetzt, wenn zu Ihnen jemand kommt, als Psychiater zum Beispiel, der sagt, ich habe eine riesen Ehekrise, meine Frau will mich verlassen. Das ist eine Turbulenz in einem Leben. Ja. Wie kann er die Flughöhe ändern? La manière de changer d'altitude à ce moment-là, c'est de se dire, jusqu'à aujourd'hui, voilà comment je fonctionnais. Vous prenez l'exemple de la femme qui veut quitter son mari. Le mari doit se dire, OK, quel était notre type de relation jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, dans ma manière de faire, dans le mode relationnel, pour que la relation s'améliore? C'est-à-dire que tant que vous restez à la même altitude, c'est-à-dire que vous faites la même chose, ça ne sert à rien de vouloir changer. Quoi que ce soit, il n'y aura rien qui changera. Vous avez la même manière de penser, vous êtes bloqué, et si vous acceptez de penser autrement et de vous remettre en question et de vous dire comment est-ce que je pourrais fonctionner différemment, à ce moment-là, vous avez des tas de voies différentes. Et ensuite, vous vous demandez, est-ce que je veux le faire ou est-ce que je ne veux pas le faire? Das kann ich jetzt extrem gut verstehen, was Sie sagen, dass man sozusagen auch die Beziehung dann verändern muss. Das erfordert natürlich auch Risikobereitschaft. Es erfordert, dass man das Sicherheitsdenken aufgibt. Und auch das ist etwas, was Sie beschäftigt. Sie sagen, eine andere wichtige Strategie ist nämlich, das Sicherheitsdenken loszulassen. Es gibt keine letzte Sicherheit. Und wir müssen aufhören, immer sicher sein zu wollen. Man spricht ja manchmal von unserer Zeit als so einer Vollkasko-Mentalität. Wir sind alle versichert, wir haben irgendwelche Frühwarnsysteme und so weiter. Glauben Sie, wir sind zu sicherheitsverliebt? Alors moi, je pense qu'on cherche une sécurité extérieure alors que nous-mêmes, nous sommes en danger parce que nous sommes prisonniers de vieilles manières de penser. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qu'on doit apprendre à considérer, c'est que tout ce qu'on a appris était peut-être bien pour le passé, mais que les situations sont toujours en train de changer. Alors si une situation change, on a appris à se battre contre la situation pour récupérer la sécurité d'avant. Mais dans la plupart des cas, c'est irréversible. La situation, elle est irréversible. Vous perdez votre travail. C'est irréversible. Alors vous avez le choix. Vous pouvez téléphoner à votre avocat pour attaquer votre patron, pour réintégrer la société qui vous a licencié. Vous gagnez, vous retournez dans le travail, tout le monde vous déteste, la relation est pénible avec tout le monde, mais vous avez gagné. Mais vous avez une vie misérable. Ou bien alors vous vous dites, maintenant, j'ai perdu mon travail, quel est le travail différent que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être apprendre une nouvelle langue, je fais une formation professionnelle différente, je trouve un travail meilleur qu'avant. C'est ça, lâcher du lest et changer d'altitude. Mais on voit que quand on peut se battre contre quelque chose, ça vaut la peine de le faire. Mais dans la plupart du temps, c'est comme le vent. Vous ne pouvez pas aller contre le vent avec un ballon. Vous ne pouvez pas aller contre la vie. On a une maladie, on vieillit, on a un problème financier, etc. On n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on va en faire pour arriver à s'en sortir et pour arriver à sortir plus haut après qu'avant. Darüber, was man ändern kann, darüber möchte ich nachher gleich noch sprechen. Vielleicht zuerst noch einmal zurück. Dieses Sicherheitsdenken loslassen heißt auch mit dem Scheitern rechnen und das Scheitern ins Leben integrieren. Sie selber sind auch gescheitert in Ihrem Leben.
immer mal wieder. Zum Beispiel mit dem Ballon, mit dem Sie geflogen sind. Da waren die ersten beiden Versuche ja nicht von Erfolg gekrönt. Beim zweiten Versuch durften Sie nicht weiterfliegen, weil China den Überflug verboten hat. Beim ersten Versuch, und da würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, da haben Sie so viel Kerosin verloren, dass Sie nach 6 Stunden schon eine Notwasserung machen mussten im Mittelmeer. Was war das für ein Moment? Also ehrlich gesagt, ich stelle mir das auch einfach wahnsinnig gefährlich vor. Also Sie haben irgendwann gemerkt, das geht nicht weiter. Und dann sind Sie mit dem Fallschirm aus dem Korb rausgesprungen oder wie sind Sie da ins Mittelmeer dann gekommen und wer hat Sie gerettet? C'était une situation complètement folle parce que le jour avant de partir, il y avait une conférence de presse. Ja. Il y avait peut-être 150 journalistes. Puis j'ai expliqué que tous nos concurrents milliardaires, Richard Branson, Steve Fossett, avaient raté. Et puis que moi, le petit Suisse, j'allais réussir, j'allais voler 3 semaines autour du monde, etc. Et le lendemain, après 6 heures de vol, j'étais dans la Méditerranée. Alors, j'ai pas sauté en parachute, mais j'ai dû poser le ballon dans la mer Méditerranée parce qu'on avait une fuite de kérosène qui venait à l'intérieur de la capsule. On commençait à suffoquer, ça pouvait exploser s'il y avait une étincelle. Donc, c'est vrai que c'était une situation dangereuse. Bon. Là, il ne faut pas paniquer, il faut faire ce qu'on doit faire, c'est tout. Und hatten Sie wirklich keine Panik? Non, non, si vous paniquez, vous êtes perdu. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, ces préparations en hypnose. Parce que vous visualisez avant de partir tous les problèmes possibles et comment vous pouvez les résoudre de manière calme. Si vous paniquez, vous êtes mort. Si vous restez calme, vous avez une chance de vous en sortir. Bon, ensuite, j'ai posé le ballon dans l'eau. Le ballon a coulé, la capsule a flotté, le ballon a coulé. Puis ensuite, je suis rentré, puis il fallait faire une conférence de presse. Was heißt das, Sie sind nachher zurückgegangen? Wer hat Sie da rausgeholt? Sie hatten ja kein Schiff oder so etwas. Ouais, il y a un bateau des Coast Guard français qui est venu nous chercher, et puis qui nous a ramenés au bord. Et puis ensuite, il fallait expliquer ce qui s'était passé. Et ça, c'était le pire échec de ma vie. Et à partir de là, vous êtes vacciné. Hein. À partir de là, vous êtes vacciné. Vous voulez faire le truc le plus incroyable et vous faites le plus gros échec. Et ce que j'ai aussi compris à ce moment-là, c'est que tous ceux qui rient, tous ceux qui se moquent, c'est ceux qui ont peur d'essayer. Les vrais pionniers, les vrais entrepreneurs, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Nous, on te soutient. Tu as essayé, tu as raté, on t'encourage et tu vas réussir la prochaine fois. » Mais ceux qui ne sont pas des pionniers, des entrepreneurs, ceux qui ont peur de sortir de leur certitude, ceux qui ont peur de rater, justement, eux, ils sont tout contents quand vous ratez. Vous avez beaucoup d'ennemis quand vous... Pardon, vous avez beaucoup d'amis quand vous ratez, parce que les gens se disent, mais c'est merveilleux, il a raté, ah ça, je suis tellement content. Ja, das verstehe ich, ja. Und Sie haben ja dann nicht aufgegeben, Sie haben tatsächlich ein drittes Mal versucht und dann hat es geklappt. Mais oui, mais parce que nous avons essayé, dans mon équipe, chaque tentative de manière différente. Richard Branson, Steve Fossett, ils avaient des milliards, ils avaient des énormes équipes, mais chaque fois qu'ils rataient, ils reconstruisaient leur ballon de la même manière et ils utilisaient leur ballon de la même manière. Donc en fait, c'était une mauvaise technologie, une mauvaise stratégie, et ils reproduisaient les mêmes erreurs chaque fois. Donc ils rataient chaque fois pour la même raison. Moi, je ne ratais pas pour la même raison. Moi, chaque fois, c'était une autre raison. Donc on a pu chaque fois améliorer la technologie, améliorer la stratégie de vol. Et puis la troisième fois, on avait un ballon extraordinaire qui consommait beaucoup, beaucoup moins de gaz que celui des concurrents. Et on a pu voler 20 jours, ce qui était énorme. C'est le vol le plus long de toute l'histoire de l'aviation. Und das ist auch wieder ein interessanter Punkt, den man bei Ihnen lernen kann, dass Sie nämlich sagen, die wahre Innovation, die besteht nicht darin, das, was wir haben, immer besser zu machen, sondern wirklich einen Schritt auf die Seite zu stehen oder eben die Flughöhe zu ändern und was Neues zu denken. Mir hat zum Beispiel sehr eingeleuchtet, dass Sie gesagt haben, die Glühbirne wurde natürlich nicht von dem Kerzenproduzenten erfunden, sondern die neue Idee für das neue Licht musste von außen kommen. Oui. Mais vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce qu'on nous apprend dans notre vie, c'est d'avoir des certitudes, d'avoir des habitudes et de continuer toujours à la même altitude, dans la même direction. Et quand les vents de la vie changent, on est perdu parce qu'on n'a pas cette relation d'amitié avec l'inconnu. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut permettre aux gens de comprendre que l'inconnu, les points d'interrogation, les doutes,
c'est des stimuli incroyablement puissants pour notre créativité, pour notre imagination et pour notre performance. Tant qu'on est dans la routine, on n'est pas performant, on n'est pas conscient, on est sur pilote automatique. Mais si vous coupez le pilote automatique, au début, vous êtes un peu perdu, vous dites « qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends plus rien, je suis au milieu de l'inconnu. » Mais ensuite, vous êtes obligé, par l'inconnu, à faire quelque chose avec ça. Vous êtes obligé de vous remettre en question. Et tout à coup, vous découvrez quelque chose qui est beaucoup plus important que le courage. C'est la confiance. Avec le courage, vous vous battez contre la peur, puis ça peut marcher. Mais avec la confiance, vous voyez qu'en fait, la situation vous a mis en face de vos propres ressources, de votre créativité, de votre performance, de votre potentiel. Puis tout à coup, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Et même si la situation est très, très difficile, vous vous dites, j'ai ce qu'il faut en moi et je vais essayer de réussir. Nun ist es sicher so, dass es ein Stück weit in unserer Hand liegt, wie wir mit dem Scheitern umgehen und ob wir eben bereit sind, die Flughöhe zu ändern und aus der Krise etwas zu machen. Trotzdem ist es auch so, dass nicht alle Menschen die gleichen Startbedingungen haben und nicht alle das gleiche Ausgangsmaterial. Und in Ihrem Fall ist es ja so, dass Ihre Startbedingungen sozusagen insofern günstig waren, dass Sie schon in eine Abenteurerfamilie hineingeboren worden sind. Und ich möchte gerne mit Ihnen ganz kurz zurückblicken. Dieses Objekt, ein Plexiglasfenster, hat Bertrand Piccats Großvater Auguste Piccat erfunden. Zusammen mit seinem Freund Jacques Cousteau baut er es in ein Unterseeboot ein. Die Luke ist damit wasserdicht verschlossen. Mein Vater war wirklich ein Erfinder. Er war Physiker und Ingenieur und er hat viele Erfindungen gemacht. Das Bathyscaphe ist eine Sache, die Druckkabine ist eine andere Sache, wenn er in der Stratosphäre geflogen ist. Und er hat praktisch die Straße für die Weltraum aufgemacht. Der Flug geht auf 16.000 Meter. 1932 ein Rekord. Auch die Tiefe fasziniert Auguste Piccat immer wieder. Zusammen mit seinem Sohn Jacques Piccat taucht er in Italien mit dem neuen Unterseeboot Trieste. 1953 gelingt es ihnen, vor der Insel Ponza auf 3150 Meter Tiefe zu tauchen. Trieste wird von der amerikanischen Marine gekauft. Man will damit den tiefsten Punkt der Weltmeere erforschen. Im Marianengraben bei der Insel Guam gelingt Jacques Piccat zusammen mit seinem amerikanischen Begleiter der Tiefenrekord von 11.000 Metern. Mehr als 5 Stunden sind sie unterwegs, bis sie den Boden berühren. Der amerikanische Präsident Eisenhower ist begeistert. Er ehrt Jacques Piccat für diese außergewöhnliche Tat mit einem Orden. Herr Piccat, verpflichtet eine solche Familiengeschichte? Et vous savez, cette famille, père et grand-père, m'ont donné le goût de l'exploration du monde extérieur, de la technologie, de la science, de l'exploration du monde. Mais j'avais une mère aussi. Et personne ne parle de ma mère. Et bien sûr, personne ne montre ma mère ici. Et c'est ma mère qui m'a appris tout le côté philosophique, psychologique, spirituel. Et c'est elle qui m'a donné envie d'approfondir cette dimension-là en devenant psychiatre. Donc le monde extérieur, c'est mon père et mon grand-père, le monde intérieur, c'est ma mère. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'avais les deux pôles qui m'ont donné des exemples et qui m'ont donné envie de me réaliser de cette manière-là. Wenn jemand nicht solche Startbedingungen hat, also vielleicht nehmen wir mal an, eine Person, die im Moment in Syrien geboren wird, würden Sie auch dieser Person sagen, mach etwas aus deinem Leben, du musst eigentlich nur die Flughöhe ändern? C'est-à-dire que je pense que pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir été sensibilisés à ce genre de choses, peut-être qu'il faut utiliser des mots différents, mais finalement c'est exactement la même chose. Vous êtes né dans un bidonville au Bangladesh, eh ben, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, il y a des gens qui arrivent à se remettre en question, il y a des gens qui arrivent à faire quelque chose de différent de leur vie que de rester dans leur bidonville. C'est assez mystérieux. Je ne sais pas pourquoi, chez certains ça marche, chez d'autres ça ne marche pas. Je pense qu'il y a beaucoup une question de rencontre. Les rencontres qu'on fait dans la vie sont très importantes. Ça peut être la rencontre avec son prof d'école, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être par hasard.
Mais il faut toujours être ouvert à ce genre de rencontres qui nous remettent en question et qui nous montrent qu'il y a d'autres manières de faire. Je crois que les exemples qu'on peut voir sont importants. Puis parfois, il y a des gens qui s'en sortent dans leur vie parce qu'ils ont des role models. Ils ont des images qu'ils ont envie de suivre. Alors ça peut être un joueur de foot, ça peut être un acteur de cinéma. Moi, c'était des astronautes, c'était des pionniers de l'aviation. Mais chacun peut essayer de trouver ça. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, quand on est en train de se battre pour manger et qu'on n'a rien à manger, rien à boire, on ne peut pas se préoccuper de philosophie. Mais c'est peut-être là que la responsabilité de ceux qui ont eu la chance d'avoir ce genre de vie doit s'exprimer. Il faut aider les autres. Il faut aider les autres à trouver leur voie. Et puis l'aide aux autres, ce n'est pas seulement de distribuer de l'argent, je pense que c'est de distribuer de la compassion, c'est distribuer du respect, c'est aussi distribuer des conseils. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc moi, c'est aussi pour ça que je donne des interviews dans des pays africains. J'ai ma fondation Winds of Hope, les vents de l'espoir, qui s'occupe d'enfants qui ont des maladies oubliées, méconnues dans les pays les plus misérables. Comme le Noma, qui est une maladie atroce. Le Noma, c'est une maladie de la misère. Des enfants qui n'ont pas assez à manger. Et quand la mère n'avait pas assez à manger pendant la grossesse, ça augmente encore le problème. C'est des enfants qui ont des perturbations immunitaires, qui en fait ne se défendent pas suffisamment contre des bactéries dans la bouche, qui attaquent le visage. Vous avez des enfants qui perdent le visage. Il y a des trous énormes au milieu de la face. Et ça, c'est des trucs atroces. Donc c'est vrai que si on a la chance d'avoir vécu quelque chose qui nous a permis de nous épanouir, eh ben, notre responsabilité, c'est d'aider aussi les autres à s'épanouir et de faire quelque chose pour eux. Also beide Dinge sind wichtig für Sie. Einerseits eben von Ihren glücklichen Startbedingungen aus, einerseits Ihre Abenteuer anzufangen, aber andererseits auch die anderen teilhaben zu lassen, zu helfen. Eine Weisheit, die Sie auch immer wieder predigen oder verteidigen, ist eigentlich eine stoische Weisheit, nämlich zu unterscheiden zwischen dem, was wir eben ändern können und dem, was wir nicht ändern können. Mir fiel da auch das Gebet ein von Reinhold Niebuhr, dem großen Theologen, das auch bei den anonymen Alkoholikern eine große Rolle spielt, nämlich diese Idee, Gott soll mir Gelassenheit geben, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann und das ist, glaube ich, die Pointe, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Herr Picard, das interessiert mich. Wie lernen wir zu unterscheiden, was sich ändern lässt und was wir annehmen müssen? Je pense qu'à chaque situation qui se présente, il faut se poser cette question. Est-ce que je dois me battre pour changer? En fait, est-ce que je dois être un pilote acrobatique et me battre contre le vent parce que là, je peux changer quelque chose? Ou bien pas? Ou est-ce que je dois être un pilote de ballon qui va avec le vent parce qu'il ne peut pas changer le vent et qui peut se changer que lui-même avec une autre altitude? Et très souvent, on apprend à faire l'inverse. Donc, quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, on apprend à se battre. Et ça, c'est le stress. Et quand il y a des choses qu'on pourrait changer, eh ben, on ne les change pas. Et ça, c'est le fatalisme. Et en fait, on doit vraiment arriver à faire la part des choses. Et c'est pour ça la sagesse de distinguer l'un de l'autre, c'est très, très important parce que c'est ça qui nous donne peut-être l'orientation de où on doit mettre son énergie dans la vie pour que ce soit utile et que ce ne soit pas complètement perdu. Ich würde gerne noch mehr herausfinden, wie Sie diese Weisheit entwickelt haben, weil wenn ich Ihr Leben angucke, dann denke ich, Sie sind ja lange Zeit eben wirklich wie auf zwei Hochzeiten getanzt, nämlich einerseits Medizinstudium, Psychiater, diese ganzen Hypnosekurse, die Sie sich angeeignet haben, dieses Wissen und andererseits eben die Arten des Fliegens, immer wieder neue Arten, also Deltaflieger, dann Ballon, dann das Solarflugzeug. Sie haben jetzt auch erklärt, dass das aus Ihrer Familie kommt, beide Stränge, aber wie haben Sie entschieden, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr die große Karriere als Psychiater, sondern ich setze jetzt auf das Fliegen? Parce que je suis un peu hérétique. Dans l'hérésie, on choisit autre chose que le dogme officiel. Et même dans mes études de médecine, j'étais complètement hérétique. J'ai fait des cours d'acupuncture, j'ai fait des cours de médecine ayurvédique indienne, j'ai fait des cours de médecine traditionnelle chinoise, parce que ce qu'on m'apprenait à l'université, ça me suffisait pas. Ça ne répondait pas aux questions que j'avais sur la vie. Un jour,
il y a une patiente que j'ai vue quand j'étais aux urgences, comme stagiaire, étudiant. Elle avait voulu se suicider parce qu'elle ne comprenait pas le sens de la vie. Et le lendemain, je lève la main dans l'auditoire, il y a 400 étudiants, je lève la main au cours de psychiatrie, puis je demande au professeur, écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui veut se suicider parce qu'il ne comprend pas le sens de la vie? Et il me répond, ici, on vous apprend à être un médecin, pas un prêtre. Donc pour toutes les questions spirituelles, il faut envoyer les gens à l'église, pas au cabinet de psychiatre. Et ça, j'ai trouvé que c'était complètement faux. Mais complètement faux. On ne peut pas couper le monde spirituel du monde thérapeutique ou du monde de tous les jours. Le patient qui vient, il vient avec sa vie, avec ses angoisses, avec ses espoirs, avec sa souffrance. Et c'est à nous de nous adapter à lui comme thérapeute. Et c'est pour ça que j'ai été chercher partout ailleurs. Et là où j'ai trouvé le plus, finalement, qui me correspondait, c'était l'hypnose. Avec l'hypnose, j'ai soigné pendant 20 ans. Et ça marche tellement bien parce qu'on apprend au patient à réutiliser ses ressources. Le patient qui vient nous voir, il est rétréci, normalement, dans un symptôme. Il se met entièrement dans son problème. Avec l'hypnose, vous le sortez de ce problème pour lui redonner une existence globale. Et le symptôme ou le problème devient une petite partie de lui. Et c'est plus l'entier. Et quand vous arrivez à faire ça, vous redonnez aux gens une dimension d'ouverture, de recherche. Vous pouvez les reconnecter aussi à leur monde spirituel, pas seulement à leur monde professionnel ou familial. Donc finalement, mon état d'esprit comme explorateur, et je crois que c'est comme ça que je peux répondre le mieux à votre question, c'est que je ne suis jamais satisfait avec ce que je vois. Je veux toujours plus, je veux toujours mieux. Si on me donne une réponse, elle ne me suffit pas. Si on me montre quelque chose, ça ne me suffit pas. Donc je veux apprendre davantage, je veux mettre ensemble tous les éléments différents. C'est comme dans la religion. Moi, je suis chrétien, mais la religion chrétienne, elle ne me suffit pas avec l'explication de Dieu et l'explication de la vie et de la mort qu'on apprend dans la Bible. Moi, j'aime mettre des explications taoïstes, des explications bouddhistes, des explications chamaniques, des grandes hérésies de l'histoire. Tout ça ensemble, pour moi, ça devient un puzzle avec des pièces qui donnent un sens beaucoup plus complet que si on reste juste dans une petite vision dogmatique. Und wenn man nicht dogmatisch denkt, dann ist man eben auch in der Lage, aus der Krise etwas zu machen, was Sie ein Abenteuer nennen. Und für mich war das wie so ein Schlüsselsatz bei Ihnen, dass Sie sagen, eine Krise, die man annimmt, ist ein Abenteuer. Eine Krise, die man ablehnt, bleibt eine Krise. Oui, c'est vrai. Würden Sie so weit gehen und sagen, das gilt auch jetzt für diese Corona-Krise? Müssen wir das einfach annehmen und dann wird es ein großes Abenteuer? Ah, complètement, complètement. Toute cette crise du coronavirus aujourd'hui, c'est une aventure. Mais c'est une aventure dans le sens où elle nous sort de notre monde ordinaire, de notre monde habituel, pour nous mettre dans une situation qui est extraordinaire. Et alors là, on a le choix. On a le choix de se dire « c'est horrible, je ne veux pas ça » et on souffre et on déprime et ça devient une crise horrible. Ou alors on se dit « le monde d'avant, c'était un monde qui était instable, fragile, injuste, pollué, dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme nouveau monde ?» Et ça devient une aventure créatrice extraordinaire de se dire « il y a un autre monde qui est possible ». L'aide économique et l'aide financière qui est donnée aux entreprises maintenant pourrait être assortie de conditions pour que la reconstruction économique soit beaucoup plus durable, sustainable, soit beaucoup plus propre, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Il faut aujourd'hui construire un monde qui est meilleur que celui qui était avant. C'est une occasion extraordinaire, parce qu'avant, c'est difficile de tout changer quand tout marche. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc il faut construire quelque chose qui marchera mieux qu'avant. Et c'est ça, finalement, c'est ça le changement d'altitude dans la crise, c'est d'utiliser la crise pour ressortir renforcé par rapport à avant et pas ressortir plus bas ou à la même hauteur. Aber das Problem ist doch, Sie sind nicht alleine in dieser Krise. Es gibt ganz viele andere Menschen. Wir sind nämlich eine Gesellschaft in dieser Krise. Und ist es manchmal nicht frustrierend für Sie? Sie möchten gerne jede Krise als Abenteuer sehen und die Sache verändern. Aber ganz viele Menschen wollen das nicht. Die möchten gerne, dass die Sache weitergeht wie bis anhin. Vous savez, il y a toujours des gens qui résistent au changement et qui manquent toutes les occasions que la vie leur donne.
et ensuite ils ont une vie misérable et ils se demandent pourquoi. Et puis il y a les autres gens qui se disent à chaque opportunité, qu'est-ce que je pourrais en faire, comment est-ce que je pourrais utiliser ça, et leur vie s'ouvre, s'épanouit et s'améliore. Dans les sociétés, c'est la même chose. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des partis politiques et des entreprises qui écrivent et téléphonent tous les jours partout pour faire du lobbying, pour revenir au monde d'avant, pour remettre les énergies fossiles comme première source d'énergie, pour remettre des voitures polluantes sur les routes, pour remettre des maisons mal isolées avec des vieux systèmes de chauffage pour que les gens habitent. Mais ça, c'est ce qu'on avait avant. C'est une catastrophe. Moi, je fais exactement l'inverse. Et c'est intéressant parce qu'avec la Fondation Solar Impulse, j'ai réuni 12 patrons d'entreprises qui sont des immenses entreprises multinationales. Et ensemble, on a écrit une tribune qui a paru dans différents médias pour dire qu'on veut un monde différent et qu'on veut que le monde politique prenne en compte des réglementations environnementales beaucoup, beaucoup plus ambitieuses pour que la crise serve à quelque chose et que le monde qu'on prépare soit un monde plus juste, plus durable, qui respecte l'environnement. Là-dedans, il y a le directeur général de Nestlé. Ce n'est pas une petite entreprise. Il y a le propriétaire de LVMH. Il y a une banque, BNP Paribas. Il y a Air France comme compagnie aérienne. Ils veulent tous s'engager pour qu'après la crise, leur entreprise puisse contribuer à faire un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et les solutions existent. C'est ça qui est important. Il y a 10 ans, elles n'existaient pas, les solutions. Aujourd'hui, elles existent, elles sont financièrement rentables, donc on peut les utiliser. Das ist ja auch eine Ihrer wichtigen Botschaften mit Solar Impulse, dass Sie gesagt haben, das wollen Sie zeigen. Es geht nicht mehr darum, als Abenteurer den Mond zu erobern oder noch schneller zu fliegen oder ein Land zu entdecken, was noch niemand gesehen hat, sondern es geht jetzt darum, diese Welt zu retten und sie eben nachhaltig zu gestalten, auch für die zukünftigen Generationen. Und wenn wir über diese Botschaft sprechen, dann ist es ja eben wirklich auch wichtig, noch einmal zu überlegen, wie kommt man eigentlich ans Ziel? Und Sie haben jetzt mehrere Male schon erwähnt, alleine Abenteurer zu sein ist das eine, aber man braucht auch andere Menschen, man braucht ein Team, man braucht Freunde. Aber nicht immer sind die Sachen so einfach. Es gibt natürlich auch Rivalitäten. Und Sie haben ein anderes Buch geschrieben, zusammen mit André Borschberg zusammen. Und mich hat die Offenheit in diesem Buch sehr beeindruckt. Sie zeigen nämlich in diesem Buch, was passiert, wenn zwei abenteuerlustige, enorm intelligente, charmante Persönlichkeiten, die aber natürlich auch gerne im Rampenlicht stehen, zusammenarbeiten und es zu Rivalitäten kommt. Das war ja auch nicht immer einfach. Und es gab auch immer mal wieder ganz brenzlige Situationen im Team. Es gab auch Konflikte. Ein Moment, in dem die Situation im Team besonders kritisch wurde, war beim Flug von Japan nach Hawaii, bei dem André Borschberg das Flugzeug steuerte. Und bei der Überquerung eines Meeres wie dem Pazifik gibt es eben einen Punkt, ab dem ein Umkehren nicht mehr möglich ist. Kurz davor zeigten Tests, dass das System nicht funktionierte, das den schlafenden Piloten weckt, wenn es ein Problem gibt mit dem Autopiloten. Alle Ingenieure wollten in dem Moment umkehren, solange es noch möglich ist. Sie und André Borschberg wollten hingegen weiterfliegen. Schauen wir uns diesen brenzligen Moment ganz kurz an. Aus meiner Sicht als Ingenieur ist die Lage klar. Wir sollten umkehren und die Probleme beheben. Ich möchte eines klarstellen. Wir können dir hier unten am Boden nur beschränkt helfen. Wenn du dich dazu entschließt, weiterzumachen, bist du da oben ganz auf dich alleine gestellt. Das musst du bei deiner Entscheidung berücksichtigen. Für André und mich war das überhaupt kein Grund, den Flug abzubrechen. Für einige Ingenieure hingegen schon, weil das Flugzeug nicht zu 100% betriebsfähig war und nicht alle Systeme funktionierten. Innerhalb des Teams wurde daher verhandelt zwischen jenen, die nach Japan zurückkehren wollten, und André und mir. Und es war klar, dass wir zurück in Japan wegen der Regenzeit und so weiter nicht erneut starten würden. Das war ein Psychodrama. Wir haben so viele Jahre an diesem Flugzeug gearbeitet, versucht, das Beste zu tun. Und dann war ich am Telefon und die beiden Manager haben gedrückt und gesagt, wir entscheiden letztlich. Also ihr seid nur beratend. Und das habe ich schon zum Teil einfach als schwierig oder als affront empfunden. Ich kann nicht verstehen, dass André und Bertrand als Manager sich gegen das ganze Team stellen können. Sie zwingen uns, etwas zu unterstützen, das niemand machen möchte. Das ist für mich eine große Enttäuschung.
Das muss ich wirklich sagen. Wir hören dir zu, Peter. Erinnert euch an diesen Satz, was immer in der Zukunft passieren möge. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den ich soeben gesagt habe. Wenn du den Philosophen spielst, Peter, dann spiele ich den Ingenieur. Bertrand, ich glaube, wir müssen dieses Gespräch nun beenden. Ich hänge auf. Sorry. Ups. So viele Leute, die die Arbeit gemacht haben und 2 als User entscheiden nachher, wir machen so oder so. Und es kann dazu führen, dass man einfach den Flieger zerstört. Das war emotional schwierig für mich. Auch wenn die Piloten das sagen, sie übernehmen das Risiko, aber auch mein eigenes Leben ist anders, wenn der Pilot stirbt. Ich werde das für den Rest von meinem Leben mittragen. Herr Picard, das Problem ließ sich lösen, es wurde weitergeflogen und es ist alles gut gegangen. Was wäre gewesen, wenn es zu einem Unfall gekommen wäre? On était dans une situation où l'avion volait bien, où la météo était enfin parfaite pour faire le vol entre le Japon et Hawaï. Il y avait un petit détail qui faisait que les ingénieurs ont paniqué. Mais il faut voir une chose, c'est que dans un projet comme ça, les ingénieurs sont là pour construire un avion. Ils ne sont pas là pour mener une aventure. L'aventure, c'était André Borschberg et moi qui devions la diriger. Donc il y a un moment où il doit y avoir une passation du pouvoir entre ceux qui construisent l'avion et ceux qui l'utilisent. Et les ingénieurs se sont tellement attachés à cet avion, ils l'aimaient tellement, et je crois qu'ils nous aimaient aussi, André et moi, qu'ils ne voulaient surtout pas qu'il arrive quelque chose. Mais si on était revenu au Japon, on ne serait jamais reparti. C'était le début de la saison des typhons. Les Japonais auraient monté une enquête administrative pour savoir pourquoi on avait dû revenir, et on ne serait jamais reparti. Et le projet aurait été détruit. Et moi, j'avais comme but que le projet fonctionne. André était d'accord de continuer, c'était son tour de voler, ça aurait pu être moi, c'était lui, mais la décision aurait été exactement la même. Dans des cas comme ça, vous avez besoin de faire le saut dans l'inconnu. Ici, on n'est pas en train de fabriquer une compagnie aérienne avec la responsabilité de 200 passagers dans l'avion. C'est une aventure, c'est expérimental, c'est une démonstration de ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables. Il y a un certain risque à prendre. Alors on était prêt à le prendre, ce risque, autant André que moi. On avait un parachute, un canot de sauvetage, on pouvait être récupéré, et on avait accepté ça. Und wenn jetzt Ihr Freund und Kollege André Borschberg in dem Moment gesagt hätte, ich mache nicht weiter, ich drehe hätten Sie das auch unterstützt? Alors, comme c'était lui qui était dans l'avion, c'était lui qui avait le dernier mot. Et il aurait pu dire « je rentre au Japon ». Mais je ne me suis pas associé avec un fonctionnaire. Je me suis associé avec quelqu'un qui avait le même esprit d'aventure et c'était clair qu'il allait continuer. Et c'était clair que si moi j'étais à sa place, j'aurais continué aussi. Vous savez, je crois qu'on essaye toujours, dans notre monde, d'avoir le zéro risque. Et le zéro risque, c'est très dangereux. Parce que le zéro risque, ça ne nous apprend pas à trouver des solutions. Quand on apprend à se confronter à un certain risque, on apprend à être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus concentré, beaucoup plus performant. Et c'est ça qui nous aide à aller de l'avant. Le plus grand risque dans la vie, c'est de jamais prendre de risque. In diesem Zusammenhalt mit André Borschberg, da waren Sie ja zu zweit, aber Sie haben sich abgewechselt, wie Sie schon gesagt haben. Einmal sind Sie geflogen, einmal ist er geflogen. Im Ballon, Breitling Orbiter, waren Sie zu zweit in diesem Korb. Was war einfacher, zu zweit da oben in den Lüften oder alleine? Ce qui était le plus difficile, c'était d'être deux pour un seul siège dans un cockpit. Dans le ballon, c'était simple. Il y avait deux places. C'est moi qui choisissais le copilote. J'ai choisi Brian Jones parce que je trouvais que c'était quelqu'un de formidable et on s'est très très bien entendu. Bon, on a appris à communiquer entre nous. Hein. Si on a le temps, on en parlera. Pour Solar Impulse, il fallait partager les vols. Alors André était un meilleur pilote que moi, mais moi j'avais l'expérience de l'exploration
comme explorateur que lui n'avait pas. Lui, il n'avait jamais fait des vols de 20 jours en ballon, etc. Donc il a fallu se partager les vols d'une manière qui parfois était un peu conflictuelle, parce qu'on avait envie les deux de faire certains vols. On avait envie les deux d'avoir la même chose. Et le but de ce livre, c'était vraiment de montrer entre André et moi, qu'est-ce qu'il y a derrière une grande aventure. Ich muss einen Satz vorlesen, weil das ist so schön. Sie schreiben in diesem Buch, es hat mich wirklich berührt. Sie mussten lernen zu teilen, die Flüge, die Bekanntheit, die Entscheidungen. Oui. Das ist sehr ehrlich. Oui, complètement. Mais on a été très transparent dans ce livre, complètement honnête. Et on s'est dit avec André, à la fin de l'aventure, on aimerait montrer comment c'est dans les coulisses. Parce que voir un avion qui vole autour du monde, partout, sur les beaux paysages, ok, c'est ce que les médias ont montré. Mais pour arriver à ça, il y a quoi? Il y a quoi comme problème? Il y a quoi comme conflit? Il y a quoi comme rivalité? Il y a quoi comme amitié? Etc. Et c'est tellement drôle parce que j'ai un de mes patients qui m'a dit, ce livre, c'est un livre de thérapie de couple. Et je le lis avec ma femme pour apprendre à communiquer avec elle. Herr Piccard, ich würde gerne zum Schluss auf etwas zurückkommen, was Sie bereits angetönt haben, nämlich Ihre Spiritualität, die Ihnen sehr wichtig ist. Das sieht man auch an diesem Objekt, das Sie mitgebracht haben, an diesem Glücksbringer, aber auch an dem, was Sie schreiben. Man merkt immer wieder, für Sie ist diese Welt nicht einfach ein sinnloser Teilchenhaufen, sondern es gibt mehr in dieser Welt. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie glauben, dass Krisen eigentlich Sprungbretter sind, um zu mehr Spiritualität, zu mehr spiritueller Erkenntnis zu gelangen. Glauben Sie, dass das einer der Gründe ist, warum so viele Menschen auch Freude haben am Extremsport? Oui, moi je pense que le recours au sport extrême est une manière de se reconnecter avec quelque chose d'essentiel en soi, de sortir de toute cette routine, de toute cette sécurité qui nous rassure, mais qui finalement nous apporte pas grand-chose comme capacité d'évolution. Donc, je me suis toujours intéressé à ce que les crises de la vie pouvaient nous amener. Et ma thèse de médecine, c'était la pédagogie de l'épreuve. Et j'ai interrogé des hommes et des femmes qui avaient vécu des drames terribles dans leur vie. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez été renforcés par ces drames ou est-ce que vous avez été cassés par ces drames? Et la chose la plus incroyable qui est ressortie, c'est que presque tous ont dit, nous avons été renforcés. Nous sommes ressortis plus forts, mais plus forts sur le plan de notre relation à nous-mêmes et aux autres, sur le plan de notre relation à la spiritualité, à rechercher une philosophie, un sens à la vie, alors qu'avant, la vie était quelque chose d'évident et on ne se posait pas de questions. Et finalement, c'est ça, je pense, la chose principale dans la vie. Au-delà de tout, des ballons, des avions, des crises, des aventures, etc., c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'existence? Quel est le sens qu'on veut lui donner? Si on pense qu'on vient de nulle part et qu'on va nulle part et que le but c'est d'être riche et heureux, la moindre crise va nous tuer. Si on comprend qu'on vient de quelque part mais on ne sait pas où, qu'on va ailleurs et on ne sait pas où non plus, mais que le but de la vie c'est d'évoluer, c'est de se connecter sur plus de sagesse, plus de bonté, plus de compassion, plus d'énergie positive, d'énergie subtile. À ce moment-là, eh bien, toutes les voies spirituelles de toutes les religions et de toutes les philosophies prennent un sens, parce qu'elles disent presque toutes la même chose. Elles disent presque toutes qu'il faut augmenter notre conscience, notre compassion, notre sagesse, notre qualité énergétique pour évoluer et finalement se retrouver dans un système ou dans un monde où il y a moins de dualité, moins de conflits, moins de souffrance, etc. Et la voie bouddhiste, elle est intéressante. Toute cette voie bouddhiste pour sortir de la souffrance, qui est inhärente à la vie, avec plus de détachement. Ich hatte immer den Eindruck, es gibt eigentlich zwei Arten, in diesem Leben zu stehen. Es gibt entweder diese Idee, gläubig zu sein, zu denken, es gibt einen Grund, warum ich hier bin, es gibt einen Grund, warum ich diesen Weg gehe und wohin ich gehe, und ich bin gehalten von einer höheren Macht. Dann habe ich das Problem, dass ich mich fragen muss, warum lässt diese höhere Macht zu, dass so grausame Dinge passieren? Oder ich glaube nicht an diese höhere Macht,
stehe allein in dieser Welt, muss diese Absurdität aushalten, der ich keinen Sinn geben kann, dann habe ich das Problem, dass ich nicht gehalten bin. Beide Arten im Leben zu stehen, haben ein Problem im Grunde genommen. Moi, je pense, vous voyez, on est dans un monde qui a été créé, et dans toute la création, il y a de la dualité. Vous ne pouvez pas avoir une face sans avoir l'autre. Donc, il y a le jour et la nuit, il y a le bon et le mal, il y a le blanc et le noir, il y a la gauche et la droite, tout est duel. Il y a la souffrance et il y a le bonheur. Et ça, c'est parce que le monde existe dans la matière. Maintenant, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'il y a des prophètes, des initiés, des sages, des messies qui arrivent et qui disent à l'être humain, c'est pas ça le but. Le but, c'est de sortir de cette incarnation dans la matière pour s'élever spirituellement et retourner dans un univers où il n'y a pas de dualité, un univers d'unicité. Et c'est pour ça que Dieu, dans toutes les religions, et en tout cas monothéistes, est présenté comme une force d'unicité. Dans cette force supérieure, il n'y a pas de bien et de mal. Le bien et le mal, il est dans le monde dans lequel on vit et dont il faut essayer de sortir par la voie spirituelle plutôt que par la voie matérialiste qui nous fait souffrir. Ich sehe schon, wenn man mit einem Abenteurer spricht, dann gibt es auch ein abenteuerreiches Gespräch. Wir haben eine große Fahrt unternommen durch die großen Fragen, die uns wahrscheinlich alle letztlich beschäftigen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Bertrand Piccard, dass Sie hierher gekommen sind zu uns ins Studio. Danke sehr. Merci beaucoup. Danke sehr. Ja, nächste Woche machen wir eine Gesprächspause und zeigen einen Film über einen, der von sich sagte, ich bin Dynamit. Zumindest hat Friedrich Nietzsche in der Philosophie manches auf den Kopf gestellt. Aber war er auch der, für den wir ihn halten? Der Film dazu am kommenden Sonntag. Und jetzt gleich begleiten wir die Rapperin M.I.A., die mit ihrem Sound die Welt erobert hat, die Rolle eines Popstars jedoch immer wieder sprengt. Danke fürs Interesse, bleiben Sie zuversichtlich. Bis bald.